Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de cette série dans la Bibliothèque 2, série initiée par le quotidien d'idées AOC avec la Fondation Pernod Ricard, série dont j'imagine la plupart d'entre vous maintenant connaissent le principe, qui est assez simple, qui consiste à demander à une personne d'établir la liste des 10 livres qu'il ou elle emporterait sur une île déserte. Évidemment, prétexte à conversation, échange autour de cette liste et de façon plus générale autour de la lecture, de la pratique de la lecture. Aujourd'hui, pour faire suite à beaucoup d'invités maintenant, presque une dizaine, la plupart venus des mondes de la création artistique, de la littérature, du cinéma, des arts plastiques. C'est un chercheur que je reçois, Georges Didier Huberman, qui est philosophe, historien de l'art, qui enseigne à l'École des hautes études en sciences sociales, mais qui est aussi un chercheur à qui il arrive d'être curateur, comme on dit aujourd'hui, qui a conçu des expositions et qui en plus est un chercheur qui travaille sur les images depuis très longtemps, je le disais, historien de l'art, et qui entretient, je le pense, une relation, évidemment, comme tous les chercheurs en sciences humaines et sociales, très 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 forte à la lecture, mais une relation aussi à la bibliothèque, à l'idée même de bibliothèque, compte tenu des auteurs sur lesquels il travaille. Alors c'est évidemment les raisons pour lesquelles j'ai eu envie de lui proposer de se prêter à cet exercice, à ce petit jeu de l'île déserte, de la bibliothèque. Et peut-être pour commencer, Georges, on pourrait partir de ce mot. Je voulais rappeler quand même que le dernier livre publié, je vais pas en citer trop parce que c'est à peu près une dizaine d'îles désertes qu'il faudrait organiser pour emporter tous les livres que Georges Didier Huberman a publié, a écrit. Mais le dernier, je voulais le citer, c'est une lecture de Victor Klemperer. Alors ça fait le lien parce que Victor Klemperer est l'un des auteurs cités par l'une des dernières invitées ici, Dominique Gonzalez-Forster, qui avait décidé d'amener le journal Victor Klemperer avec elle sur cette île déserte. Elle nous avait dit à quel point cette lecture lui avait permis de réfléchir à ce qui se passait depuis la pandémie en particulier, l'apparition d'un lexique nouveau qu'elle prenait soin de noter au fur et à mesure, et que Klemperer avait été un guide pour elle dans ce travail-là. Et donc ce livre a paru très récemment aux éditions de Minuit, comme le bon nombre des livres de Georges Didier Huberman. Voilà. Peut-être on peut partir de ce mot de bibliothèque. Qu'est-ce qu'il recouvre pour vous si on le rapporte à l'idée d'une bibliothèque personnelle? Là, on va parler d'une toute petite bibliothèque de 10 livres. Mais à quoi ressemble votre bibliothèque? Avez-vous une bibliothèque ou plusieurs bibliothèques? Alors, ce que je note d'abord, c'est qu'il y a une contradiction, je trouve, entre l'idée d'être dans une bibliothèque et l'idée d'être sur une île. Parce que si je suis sur une île, j'ai pas ma bibliothèque. Donc, alors ma bibliothèque, j'y tiens beaucoup. Je la construis depuis l'adolescence. Elle est, je sais pas, il doit y avoir 45 000 livres au moins. Et il y en a partout, il y en a à la cave, il y en a... Et en fait, elle est conçue de façon d'abord intuitive, et puis en étudiant l'œuvre d'Abbé Warburg, je me suis aperçu que je faisais un peu comme ça, mais à mon échelle. 45 000 livres, c'est tout petit à côté de Warburg. C'est-à-dire, c'est un ensemble de bibliothèques spécialisées. Voilà. Et j'ai besoin de chacune. Donc j'ai besoin de beaucoup de livres. Et d'ailleurs, je passe mon temps à la Bibliothèque nationale de France.
J'ai besoin de... Donc il y a les livres qu'on... Quelquefois, quand, je sais pas, le postier arrive, il me dit « Ah, vous avez lu tout ça ?» Mais c'est pas la question. La question, c'est qu'il y a des livres qu'on lit toute sa vie, les mêmes. Et il y a des livres qu'on lit très lentement, il y a des livres qu'on lit très vite, il y a des livres dont on lit seulement quelques passages. Voilà, les livres, c'est... Bon, je pense que c'est la lecture, les livres, la bibliothèque, ranger sa bibliothèque. Hein. Après, pratiquement, bon, il y a le fameux texte de Benjamin là-dessus. Mais c'est vrai qu'après chaque travail ou chaque livre ou chaque crise dans ma vie, je range ma bibliothèque, je la dérange, voilà, avec quels sont les livres qui sont à hauteur de mon regard, par exemple. Voilà. Donc au fond, ça ressemble davantage, pour rester dans le lexique des îles, à un archipel de bibliothèques thématiques. Quels sont ces principes de classification C'est pratiquement jamais par ordre alphabétique. Barthes, il faisait tout par ordre alphabétique, ses fiches et tout. Moi, je fais beaucoup de fiches aussi. C'est jamais par ordre alphabétique. Il y a une bibliothèque de théorie de l'art, il y a une bibliothèque de psychanalyse, il y a une bibliothèque de psychanalyse de l'art, il y a une bibliothèque d'anthropologie, il y a une bibliothèque de philosophie moderne, il y a une bibliothèque de philosophie politique, il y a une bibliothèque sur le temps, uniquement sur la question du temps et de l'histoire. Il y a évidemment une bibliothèque de littérature, et celle-là, elle est plutôt par ordre alphabétique, c'est la seule. Il y a une bibliothèque sur la première Renaissance florentine, il y a une bibliothèque de livres d'art avec des noms des artistes, il y a une bibliothèque entièrement sur l'art contemporain, il y a une bibliothèque sur la photographie, il y a une bibliothèque sur le cinéma, etc. etc. Il y a plusieurs... voilà. Les langues s'y trouvent mélangées complètement? Ah oui, bien sûr. Je pense que c'est une catastrophe quand... notamment dans l'édition américaine, quand tout est en anglais. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui doit se balader entre plusieurs langues, même quand il ne les comprend pas. Et c'est ce que faisait Derrida, d'ailleurs. Il citait beaucoup de mots qu'il ne comprenait pas quand il citait. Mais moi, je fais ça aussi. C'est-à-dire, je ne suis pas un très bon germaniste, par exemple. Il y a partout, il y a des mots allemands. Mais quand, par exemple, j'ai écrit un texte sur Clarice Lispector, je suis allé voir le texte en portugais. Et puis j'ai retrouvé les mots. C'est facile, c'est relativement facile. Ça ne veut pas dire que je parle portugais, mais c'est très important c'est Adorno qui disait cette très belle phrase. Il disait les mots étrangers sont les juifs du langage. C'est-à-dire en fait les gens qui passent, les gens qui n'ont pas de nation, qui passent d'une frontière à l'autre. Donc moi j'aime beaucoup, chaque fois que je suis dans Pasolini, il faut absolument le citer en italien, le traduire bien sûr pour le lecteur français. Il ne faut pas intimider le lecteur français, mais il faut lui donner à entendre ce qui se passe. Vous disiez tout à l'heure qu'il existe beaucoup de manières d'entretenir des rapports avec des livres, de les lire, que derrière ce verbe lire, il y a des pratiques très, très différentes. Vous vous souvenez du moment où vous avez compris que lire un livre, c'était pas lire un livre de A à Z comme on l'apprend peut-être trop souvent à l'école? C'est une belle question, ça. Merci. C'est une très jolie question. D'abord, lire, pour moi, c'est très lié au mot lier. Lire et lier. Ce sont des mots proches. Donc, lire permet de lier, de relier, de faire des... Alors, j'ai des anecdotes comme ça. Ma sœur aînée lisait beaucoup de romans. Et moi, j'ai essayé de commencer de lire Guerre et Paix. J'ai rien compris, mais rien. Les noms des personnages, même, je les oubliais au fur et à mesure. Et alors, si vous voulez, je dois avouer que je lis très peu de romans. Aussi pour d'autres raisons. J'aime pas qu'il y ait un héros et que tout le reste soit en fond. J'exagère, hein, bien sûr. Je parle pas
Ulysse, et je ne parle pas de La Recherche du temps perdu, évidemment, mais si vous voulez, je lis... voilà. Et une expérience très importante que je partage souvent avec des gens très jeunes, quand je peux parler avec des gens plus jeunes que moi, c'est de dire, pour la philosophie, si vous ne comprenez rien, ça n'a aucune importance. Par exemple, nous, on parle. Est-ce que je vous comprends vraiment? On ne se connaît pas très très bien, donc je vous comprendrai si... Voilà, dans le temps, c'est pas grave si on ne se comprend pas complètement. Un livre, c'est pareil. Donc vous ne comprenez pas, puis tout à coup, il y a quelque chose qui sort, qui vous éblouit. Et c'est ça la lecture aussi, non? Vous avez la même chose, vous? Euh, Ce que j'ai en commun, c'est que je pense avoir toujours eu du plaisir à lire des textes que je ne comprenais pas complètement, ou même assez peu, en fait, et à lire des choses trop compliquées pour moi. Voilà. Et puis ça m'amuse aussi. La première fois que j'ai lu du Hegel, j'ai évidemment rien compris, mais pas un mot. Et le résultat de la page, c'était un fou rire extraordinaire. Ça veut dire un certain plaisir libidinal, comme dit Freud, un investissement libidinal. C'est trop rigolo. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, tiens, je n'ai pas mis dans ma liste, bien sûr, mais les livres de Loulipo, j'adore ça. J'adore ça. La conférence de Pérec Sur les tomates, oui, le sur la lancer tomate. de tomates. Oui. Non, mais moi, je suis écroulé de rire et de plaisir littéraire devant ce texte. Voilà. C'est un article scientifique sur le Pseudo-scientifique. Pseudo-scientifique sur le lancer de tomates sur les cantatrices. Voilà. C'est ça. Mais donc, vous ne m'avez pas tout à fait répondu puisque je vous ai demandé si vous vous souveniez à partir de quel moment, c'est-à-dire, donc vous êtes plutôt détourné des romans, vous avez pris des livres de philosophie type Alors, Hegel. Oui, ce qui est arrivé très vite dans mon enfance, c'était de lire des livres de science. J'adorais la science. Voilà. Plus tard, quand j'ai fait de la philosophie, la question épistémologique a toujours eu un rôle très très important. Donc c'est pour ça que pour moi, Michel Foucault est un auteur important, par exemple, ou Canguilhem, enfin bon, il y en a beaucoup. Et puis la psychanalyse est venue très vite. Je pense le prestige du nom de Freud, la curiosité sexuelle, évidemment. Et puis, étant fils d'artiste, le livre sur Léonard de Vinci. Voilà. Qui m'a bouleversé, sans doute. Très jeune. Où j'ai appris des choses sur la sexualité que je ne connaissais pas du tout. Et en même temps, ça concernait un peintre que j'admirais. Et en même temps, c'était quelque chose qui était très, très lié pour moi au double investissement science, art. Et ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Je fais quelque chose qui est un savoir sur l'art. Donc voilà. Donc, ça s'est posé en termes de choix pour vous? Est-ce que c'était un choix? Vous disiez que vous lisiez beaucoup de sciences. Vous êtes posé la question comme ça, faire de la science ou aller vers l'art avec la philosophie? Non, mais vous savez, quand on est un petit garçon, je parle vraiment de petit garçon, j'aimais comme tous les enfants, j'aimais les fusées, par exemple. Donc, mais je le faisais très sérieusement. Donc, j'ai acheté une revue qui s'intitulait Air et Cosmos. Voilà, j'ai étudié ça. Puis ça s'est déplacé du côté aussi d'une certaine fascination, le prestige de noms tels que Albert Einstein. Donc j'ai étudié la relativité je prenais des cours avec une personne qui m'expliquait la relativité restreinte. Oui, voilà. Non, mais bon, ça c'est des choses d'enfance. Et la lecture, c'est une pratique. Non, mais la lecture, c'est... Bon, c'est ça, je serais... Bon, alors, je peux répondre à vos questions sur l'île, parce que... Oui, mais justement, en fait, l'île, j'allais vous demander, ouais, si ça s'est
avéré difficile d'établir cette liste, en fait. Non, ça m'a fait rire parce que d'abord, des livres sur une île, tout dépend de l'île. Donc, si vous m'invitez dans un hôtel de luxe aux Maldives pour lire des livres, c'est une chose. Si je suis condamné à faire 10 ans de bagne sur l'île du Diable, c'est tout à fait autre chose. Voilà. C'est pas pareil si vous me dites dans un an tu vas sur une île, ou si vous me dites demain soir. Bon. Alors, vous êtes projeté sur quel type d'île et dans quelles conditions? Non, j'ai pas réfléchi, mais je me suis dit, premier livre, c'est un livre que je ne connais pas, que j'ai pas encore lu. Vous m'avez demandé la liste, mais je vous l'ai pas mis. Vous avez pas remarqué, il y en a que 9 là. Ah, j'ai pas fait l'addition. Ah ouais. Alors le premier, je l'ai pas encore lu. Il faudrait que j'aille dans une librairie vous savez, les magasins, le vieux campeur, les trucs comme ça, un manuel de survie. Parce que je ne suis pas bricoleur, donc bon, ça Un livre pratique. pour le quotidien, voilà. Deuxième livre, Homère. Homère. Alors, Homère, parce que... Bon, vous allez me dire, oui, les îles, Ulysse, il se retrouve sur des îles pendant des... Voilà, et il met des années à revenir chez lui. Mais c'est plutôt l'Iliade qui m'intéresse, en fait. Et donc, ce qui m'intéresse... Bon, tout ce que je vais vous dire là est lié à mes intérêts présents. C'est pour ça que la question, elle est très, très formelle, hein, mais vous le savez très bien. C'est le fait que l'Iliade commence avec un mot qui est bouleversant et problématique. En grec, c'est ménis. C'est la colère, la fameuse colère d'Achille. C'est quand même le premier mot du poème. Colère, déesse, tu vas la chanter. Il faudrait traduire en mot à mot. Colère, ménis, c'est donc une colère, la colère qui dure, c'est la colère qui ne peut pas passer, c'est la colère, c'est un peu avilir le mot que de le traduire par rancune, c'est la fameuse colère d'Achille, et c'est une colère qui dure tellement qu'elle construit en fait une temporalité qui fait que il faut il faut se mettre à écrire des vers ou à les chanter, et de faire un immense poème épique. Voilà. Alors cette colère, elle est extraordinaire parce que d'une part, elle vient de l'extérieur. Il est en colère parce qu'on l'a trahi, en fait, parce qu'il se sent trahi, il se sent... voilà, c'est le rapport politique. C'est toute la politique, elle est déjà là, y compris, il y a des ennemis, il y a les Troyens, mais il est en colère aussi contre ses amis. Donc là aussi, ça dit beaucoup sur la politique. Et puis cette colère, elle vient aussi de l'intérieur, et ce qui m'intéresse, et si j'avais le temps, donc je relirais toute l'Iliade pour voir les destins de tous ces affects chez Homère. C'est que c'est des affects qui viennent... Bon, Achille, il se met en colère, et puis très très vite, il y a l'histoire de Patrocle. Il lui passe son armure, c'est son meilleur ami, Patrocle meurt, et il se roule dans la cendre, tellement il souffre. C'est un héros qui manifeste ses affects de façon mais extraordinaire. C'est-à-dire que Achille, soit, en grosso modo, pour aller très vite, soit il se bat, soit il fait de la politique, quoi, soit il pleure. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Le héros grec, il pleure sans arrêt. Et ça m'intéresse beaucoup parce que ça déconstruit un peu toute cette idée qu'on a de la virilité ou comment dire, la distribution des rôles dans
notamment sociaux ou sexuels, ou dans l'expression des émotions. Hein. Au début de son livre sur l'expression des émotions chez les hommes et les animaux, Darwin dit, écoutez, l'anglais, lui, il ne pleure guère, que si vraiment c'est... Mais tandis que, alors, les enfants pleurent, les femmes pleurent, les fous pleurent et les sauvages pleurent. Voilà, pleurent beaucoup. Quand on voit Homère, on voit que Achille pleure beaucoup. Et pourquoi il pleure beaucoup? Le verbe qui dit que ses larmes jaillissent, c'est un verbe magnifique qui signifie... c'est un verbe qu'on emploie pour les fleurs. C'est-à-dire, ça pousse, ces larmes poussent comme des fleurs. C'est ce qu'on traduit par elles sont abondantes, mais c'est le même verbe pour dire qu'un pré est abondant de fleurs blanches. Voilà. Et en fait, ces pleurs sont à la fois un principe de vitalité et de beauté. Et c'est magnifique. Et en fait, il pleure exactement comme, par exemple, il aurait... il ferait jaillir son sperme. C'est exactement la même chose pour un grec. C'est-à-dire que c'est un principe vital qui sort du corps pour les Grecs. C'est magnifique. Donc voilà, j'emporterai l'Iliade pour, disons, voir qu'est-ce qui se passe entre la politique et l'expression des émotions. Et vous l'emporteriez en grec, donc si Oh bah, j'ai un peu oublié quand même. Je ne serais pas capable de... Je l'emporterai en bilingue si... L'édition existe. Hein. Et vous avez une traduction préférée? C'était ça le sens de ma question. Eh bien, j'utilise la traduction... Bon, Mason, c'est très bien. C'est vieux, mais c'est très bien. C'est un peu... Voilà. Alors. On va passer quelques siècles. Ok. Parce que c'est un peu chronologique cette liste, enfin pas tout à fait. Oui, un petit peu, oui. Ah oui, Boccace. Boccace, le Décaméron. Bah. Le Décaméron, c'est une littérature de confinement. Il y a la peste, et donc ces gens se réunissent et puis se racontent des histoires. Et c'est une période qui m'importe beaucoup. Ce 14e, 15e siècle, c'est absolument fabuleux. Là, je reviens juste de Florence, où j'ai vu la grande exposition monographique consacrée à Donatello. C'est à tomber par terre, quoi. Même si j'ai des réserves sur l'exposition elle-même qui censure quelques aspects, mais c'est tellement beau, quoi. Je crois qu'on n'a pas idée du côté extraordinairement non conformiste, expérimental, heuristique, libre de ces artistes du premier Quattrocento, hein, Brunelleschi, Donatello. Voilà. Boccace, il fait partie de cette ambiance-là, de cet humanisme joyeux. Et alors, c'est quand même fou parce que le Décaméron, la peste est tout autour d'eux. Et eux, ils racontent des histoires d'amour et de mort. Alors ça m'avait beaucoup intéressé dans un livre sur Vénus, sur l'iconographie de Vénus, où j'avais montré à propos d'un tableau de Botticelli. Donc on pense toujours que Botticelli, c'est très... juste gracieux, mais pas du tout. On voit une femme qui court, qui est poursuivie par un chevalier. Il lui ouvre le dos, comme elle est devant lui. Il lui ouvre le dos, il lui arrache le cœur depuis le dos. Il donne le cœur à manger au chien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Puis bon, c'est une histoire de Boccace. En fait, c'est un rêve. C'est très très beau, c'est des histoires très belles. Et moi, ça me renvoie tout de suite à Pasolini, qui est un auteur très important pour moi, qui a donc mis en cinéma le Décaméron, mais pas seulement. C'est toute la poésie de Pasolini. Elle est innervée de ce rapport entre la joie de vivre et la cruauté du monde, quoi. Voilà.
dont on célèbre les 100 ans de la naissance Oui. en ce mois de mars, en fait. Oui. D'ailleurs, à Bologne, il y a une exposition en ce moment sur Pasolini. Oui. Ça, c'était une lecture, juste pour terminer, sur Boccace. Vous vous souvenez quand vous avez découvert ça? C'est par l'art, justement? C'est par l'intérêt pour l'art de cette époque? Absolument. Alors, biographiquement, voilà, j'ai travaillé jeune sur des problèmes très liés en fait, à un dialogue avec Michel Foucault. Donc, je travaillais sur les photographies d'Hystérique à la Salpêtrière, sur Charcot, sur la naissance de la psychanalyse, etc. Et puis j'ai passé 4 ans en Italie. Donc là, j'ai pas emporté un seul livre en français, ou en fait un. Oui, un. C'était le livre de Jean-Louis Schaeffer sur Uccello, qui était important à mes yeux dans la mesure où c'était un historien de l'art qui était un écrivain d'abord. Donc ça importait à mes yeux. Après, quand j'ai vu la fresque, j'ai trouvé qu'il aurait pu, il aurait pu regarder la fresque un peu plus. Mais la fresque est plus forte encore. Ouais, bon, bref, peu importe. Et puis, voilà, en Italie, je me suis mis à lire de l'italien, du latin que j'avais un peu oublié du lycée, du latin plus facile, du latin médiéval, voilà. Et puis, bien sûr, tout ce monde de la Renaissance m'a complètement fasciné. C'est vraiment... C'est comme, vous savez, Donatello, c'est comme Marcel Duchamp. C'est le même genre de... C'est des types qui renversent tout, qui cherchent les limites de tout, voilà. Et comme disait Benjamin, il faut arracher la tradition au conformisme qui est tout le temps en train d'essayer d'investir la tradition. Et alors on a une idée complètement conformiste de la Renaissance. C'est bien dommage. Vous voulez dire que Donatello, il fait bouger la définition de l'art comme Duchamp l'a fait? Exactement, oui. Hallucinant. Au point qu'aujourd'hui encore, il y a des résistances de la part des historiens de l'art, à mon avis, sur ces audaces, notamment. L'audace qui consiste à utiliser le moulage et pas seulement à faire de la sculpture. L'audace qui consiste à faire des choses laides qui correspondent au sujet qui l'intéresse. La célèbre Madeleine de Donatello, elle est horrible. Elle est émaciée, elle n'a aucune grâce. Voilà. Donc, l'histoire de l'art se pense souvent comme une histoire de la grâce. Bon, après, il y a l'art moderne, donc d'accord, c'est vilain, l'art moderne, il y a les expressionnistes et tout, mais quelqu'un comme Donatello, il a déjà tout... Enfin, c'est impressionnant. Je reviens là d'un voyage, donc je suis impressionné. Le troisième, enfin le quatrième, si on compte le manuel pratique, oui, quatrième, ouais. Le quatrième livre que vous avez mis sur la liste, c'est Martin Buber. Oui. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'ai du mal avec les romans, la forme roman, bien que, évidemment, si vous me disiez tu vas sur une île pendant, je ne sais pas combien de temps, vous ne m'avez pas dit combien de temps, mais évidemment... Ça dure 1 heure à peu près. Oui, j'aurais emporté la recherche de Proust, que j'ai jamais lu de A à Z, que j'ai lu dans tous les sens, donc sans comprendre bien les histoires, mais je l'ai lu beaucoup, mais mal, je dirais, pas comme un roman exactement. Alors Buber, c'est très facile pour moi parce que c'est des petits récits admirables. On sait à quel point ils ont compté pour des gens comme Kafka ou d'autres. Et là aussi, c'est une autre version de Boccace, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans des communautés extrêmement menacées, pourquoi ces gens-là se mettent à raconter des histoires de danse, de joie, de miracles. Enfin, il y a une sorte de joie qui émerge
de leurs conditions de vie extraordinairement difficiles à ces populations juives justement de Russie, d'Ukraine, de Pologne, etc. Au XVIIIe siècle, où il y a Napoléon qui passe, enfin, vous voyez, XVIIIe, XIXe siècle, voilà. Donc ce sont les récits acidiques oui, de les Martin récits Buber. acidiques de Buber. Donc, pour des raisons personnelles, là, je vous ai expliqué de santé, en fait, j'ai pas pu rentrer chez moi. J'aurais bien aimé vous apporter des... Voilà, et vous lire des passages. Ouais. Pardon? Oui. Une pile de livres. Oui, une pile, ça, mais j'ai pas pu. Donc, je vais m'en tenir à ma mémoire. Je vais vous en raconter une de l'histoire, mais je sais même plus si c'est Buber qui la raconte. Voilà, il y a un maître acidique qui est magnifique, très intelligent. Chaque fois qu'il y a un problème, il arrive à le dénouer. Enfin, il est vraiment très fort, ce maître. Et il a 2 disciples que ça commence à énerver un peu. Et il a toujours une réponse, il nous énerve. On va le piéger. Donc les 2 disciples décident de lui tendre un piège. Ils vont capturer des papillons, ils vont les mettre dans le dos, ils vont dire au rabbi, c'est pas un rabbin, hein, c'est un rabbi, ils vont lui dire « Qu'est-ce qu'on a dans le dos ?» Bon, normalement, ils ne devraient pas le savoir. Au cas où ils nous disent « C'est un papillon », voilà ce qu'on va faire. On va lui dire alors, le papillon, il est vivant ou il est mort? Si le rabbi nous dit, il est vivant, on va écraser les papillons. Comme ça, il aura tort. Hein? S'il nous dit, il est mort, on laisse les papillons comme ça, il aura tort. Alors, ils se mettent devant le rabbi et lui disent, alors, qu'est-ce qu'on a derrière le dos? Il dit, je ne sais pas, mais peut-être un papillon. Il est vivant ou il est mort? Et il répond, son destin est entre vos mains. Pas mal, hein? C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. C'est souriant et c'est très grave. C'est vraiment toute la question de l'éthique, elle est posée là en 1 seconde. Voilà. Et c'est un choix qui, comme Boccace, fait écho au contexte de l'île déserte, dans le sens où c'est des livres joyeux pour situations recluses et... Ça fait des années que je tourne autour du mot malgré tout. Donc tout ça, en fait, tourne autour de cette thématique. Quelque chose qui est le danger, quelque chose qui est même l'horreur, quelque chose et malgré tout. Voilà. Ça veut dire que peut-être un livre est en train de se former autour de cette expression malgré tout. Et du coup, ça veut dire aussi que pour laisser un livre advenir comme ça, un chantier s'ouvrir, une bibliothèque doit se constituer peu à peu. Et c'est un peu à ça que ressemble cette liste. Oui, il y a quelque chose de ça. En fait, si je peux vous raconter rapidement, je ne sais pas combien de temps on doit parler en fait. Bon, grosso modo 1 heure, mais oui, voilà, je ne calcule pas. Mais si vous voulez, c'est l'histoire de cette expression dans mon propre cheminement. Ça a été d'abord un texte que j'ai écrit sur Shoah de Claude Lanzmann. Un texte évidemment très, très, très laudateur, très, très enthousiaste. Enfin, enthousiaste, c'est pas vraiment le mot, mais bon. Ça s'appelait Le lieu malgré tout. La question, au départ, ce texte était prévu pour un recueil des cahiers du cinéma qui aurait fêté les 100 ans du cinéma avec 100 auteurs et 100 films. Et j'avais choisi Fritz Lang, enfin des cinéastes que j'adore. Mais je leur avais demandé, il n'y a personne qui a pris Shoah? On m'a dit non. J'ai dit, il faut qu'il y ait Shoah dans les 100 films, c'est pas possible. Donc,
Voilà, j'ai fait ça. Et donc la thématique, c'était pourquoi ramener ces pauvres gens qui ont subi tellement de choses, les ramener sur des lieux alors qu'il n'y a plus rien, que même les fondations, on les voit même presque plus. Pourquoi ramener Simon Zrebnik à Sobibor? À quoi ça sert? Et j'opposais cette démarche cinématographique à la démarche de Spielberg qui voulait en fait construire un décor, qui voulait même utiliser Auschwitz, le vrai Auschwitz, comme décor de son film. Donc lieu versus décor. Le lieu, malgré tout, il n'y a plus rien à voir, et malgré tout, je vous ramène sur les lieux où ils sont tous morts autour de vous, et vous avez ce début de film extraordinaire où Zrebnik dit ah oui, je reconnais, c'est là, mais en fait, il n'y a rien. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu cette histoire des photos du Sonderkommando d'Auschwitz, qui sont des cas exceptionnels, toujours aujourd'hui. Et donc, c'est devenu le lieu malgré tout, c'est devenu image malgré tout. Alors là, bon, Lanzmann, pas content du tout, toute une histoire, etc. Et puis, cette expression malgré tout, j'arrête pas de la. Je l'ai retrouvée, par exemple. Ce sont les derniers mots de Karl Liebknecht avant d'être assassiné. Quelques heures avant d'être assassiné, il écrit un texte qui s'intitule Trotz alledem en allemand, malgré tout, qui est déjà une citation d'un poème révolutionnaire de 1848 d'un auteur très peu connu, un poète, Freiligrath qui s'appelle, la révolution a échoué. Révolution malgré tout, c'est-à-dire un geste de voilà. Et Rosa Luxembourg, même le même pathos, la même intensité émotionnelle et le même espoir de dire malgré tout, même après ma mort. Voilà. D'où mon livre numéro 5, ce sont les lettres à Milena de Kafka, dans quoi j'ai découvert, bon, c'est un livre magnifique. C'est des lettres d'amour extraordinaires. Je pourrais parler de la correspondance entre Marina Tsvetaeva et Rilke. Vous voyez, on n'a jamais, on n'a jamais 10 livres. Hein. 10 livres, c'est pas possible. Mais bon. Et dans la correspondance de Kafka, il y a ce jeu entre deux. Ils s'écrivent des lettres où il y a marqué T. A. Trotz alledem, malgré tout. Ils ont des lettres malgré tout entre eux. Ils ont un malgré tout entre eux. Et Kafka, il a des mots magnifiques. Il raconte pourquoi il aime cette expression, pourquoi Trotz, ça lui semble dur et comme ça. Alledem, c'est doux. Enfin, voilà. Et puis, surtout, tout ça est au cœur de son rapport amoureux. Il explique à Milena que tout en lui est peur et angoisse et qu'il est un être de désir malgré tout. Et donc ça me touche beaucoup parce que il y a beaucoup de raisons de désespérer. Il y a même des philosophes spécialisés dans ça pour vous dire que tout est foutu. Donc c'est facile de dire que tout est foutu. Philosophiquement, je trouve que c'est facile. Ce qui est plus difficile, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on peut désirer, qu'est-ce qu'on peut espérer malgré tout. Voilà. Et donc c'est pour ça que dans un récent livre qui s'appelle Comment imaginer recommencer, il y a une grande place dévolue à Kafka, mais aussi à Ernst Bloch, qui est un philosophe de l'espérance, du malgré tout. Voilà, c'est quelque chose de très important pour moi. Ernst Bloch, qui est le prochain auteur sur la liste. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Avec non, pardon. Non, il y a Benjamin. Non, il y a Benjamin entre. Bon, c'est pareil. Hein, on peut commencer par Bloch alors.
Comme vous voulez. Bloch, c'est quelqu'un de très en colère. Et c'est quelqu'un qui n'est pas beaucoup lu parce que je pense qu'il a mauvaise réputation. Il devait être pénible comme personne. Il était toujours en colère, il critiquait tout le monde. Un peu comme Castoriadis, vous savez, des gens comme ça qui sont tellement géniaux et que ça déborde de partout, quoi. Voilà. Alors, Bloch, le livre, il en a fait plein des livres. Je pense que Trace, que je ne vous ai pas dit, mais Trace, c'est un des premiers livres que j'ai acheté dans ma vie. Trace. J'aimais le titre. Voilà. Donc, c'est un livre de philosophie entrecoupé de petits récits de fiction, de souvenirs et de récits acidiques. Donc, c'est un livre exceptionnel qui, disons, à l'époque, je connaissais pas du tout. Enfin, là, j'étais, je sais pas, j'avais 14 ans, quoi. J'étais 15 ans. Je connaissais pas du tout Benjamin, donc je sais même pas si Enfance berlinoise ou Sens unique était traduit. Mais c'est très proche de Sens unique et de Enfance berlinoise. C'est le même genre d'écriture. C'est un livre qui date des années 1910, Alors, 20. Trace, c'est 1930. C'est 28, 30, c'est les mêmes années. Vraiment, Benjamin et Bloch étaient vraiment des gens très proches. Et comme souvent, les gens très proches, ils se querellent. Ils sont un peu, mais très proches, évidemment. Ce qui est fabuleux chez Bloch, c'est qu'il parvient à transmettre une espérance. Moi, j'avais mis dans la liste L'esprit de l'utopie plutôt que Trace, parce que c'est un livre, donc c'est aussi un livre malgré tout, dans le sens où c'est un livre écrit après disons, la défaite de la Révolution allemande, c'est-à-dire l'assassinat de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht. Bloch était quelqu'un qui lisait tous les discours de Rosa Luxembourg, enfin, il était très, très impliqué là-dedans. Et en plus, il était jeune philosophe, marié avec une femme qu'il aimait. Et puis, tout ça, sa jeune femme est atteinte d'un cancer, elle meurt. Enfin, il y a tout pour être désespéré. Tout. Et bien, il écrit un livre sur l'utopie. Ouais, bravo. C'est dingue. C'est magnifique. Donc, il écrit un livre sur l'utopie dans lequel ce qui concerne beaucoup mes intérêts théoriques, c'est qu'il considère l'image, les images, y compris sonores, c'est-à-dire que, par exemple, pour lui, la 9e symphonie de Beethoven, c'est une image, c'est un ensemble d'images. Les images sont prophétiques. Les images, c'est pas qu'elles vont dire le futur, c'est qu'elle crie dans le désert pour qu'un futur soit possible. C'est ça les images. Ça correspond à plein de choses. Je veux dire, le stade du miroir chez Lacan, par exemple, c'est ça. Une image préfigure ce qui va être l'entrée de l'enfant dans le monde du langage. C'est ça une image. Quand on dit qu'une image c'est faux, c'est une apparence, c'est tout ça, mais c'est pas vrai. Une image c'est une Enfin, dans les bons cas, hein, je parle pas la plupart des images sont immondes, mais comme la plupart des discours qui sont tenus autour de nous. Donc, c'est pareil. Les images sont des préfigurations. Voilà. C'est ce que dit Ernst Bloch. Où est le premier mot de ce livre, qui est un livre incroyable. Hein. Première partie très philosophique, très. Deuxième partie, philosophie de la musique. Tout sur la musique. Troisième partie, apocalypse marxiste. C'est-à-dire qu'est-ce qui va... la révélation marxiste. Donc c'est un livre d'un communiste complètement déjanté que les staliniens ils vont vraiment pas comprendre et il va être rejeté absolument par tout le monde parce qu'il tient à dire je suis communiste, mais avec un ton tellement original que voilà. Le premier mot de son livre c'est Absicht. Ça veut dire mon intention, mon dessein, mon projet. Simplement Absicht. Sicht, c'est la vue.
ce qui est en vue. C'est très bien traduit en français par ce qui est en vue. Eh bien, voilà. Quand on est dans des périodes très compliquées, très difficiles, comme aujourd'hui par exemple, il faut construire des choses dont on puisse dire, voilà ce que j'ai en vue. Voilà. Ça sert à ça, les images, les poèmes, voilà. Ça sert à construire, non pas une divination du futur, mais une prophétie, quelque chose enfin, si vous voulez, on parle de la prophétie, mais voilà, quelque chose qui désire. Ces gens-là sont des grands lecteurs de Freud. Ils savent très bien qu'il n'y a pas de désir sans mémoire. Et inversement, il n'y a pas de mémoire sans désir. Donc ces gens-là, quand je dis ces gens-là, c'est Benjamin, Bloch, Scholem, Adorno, Hannah Arendt, enfin tous ces gens-là. Ils ont compris qu'il faut faire de l'histoire, il faut avoir de la mémoire pour qu'un désir soit possible. Voilà, politique. Un désir d'émancipation. Oui, pardon. On pourrait aussi utiliser le mot possible. Des possibles. Je pense à ça parce que je viens de lire le livre de Laurent Jean-Pierre et Aude Guéguin qui est vraiment là-dessus et qui est un livre qui utilise plutôt possible que utopie, mais qui se fixe pour objectif d'avoir en vue des possibles politiques. C'est exactement l'enjeu de Bloch. Mais là où il est il m'intéresse au même titre que Benjamin, c'est que le possible, ce qui va vers le futur, ne peut passer que par une lisibilité de la mémoire. Voilà, ça c'est très important. C'est très lié à ce que Benjamin appelle sauver en quelque sorte la tradition des opprimés, relire l'histoire. Sans histoire, on ne peut pas comprendre ce qui nous arrive et ce qui pourrait s'ouvrir comme possible. Mais par exemple, je ne sais pas si je peux citer de mémoire, il y a tellement d'expressions de Ernst Bloch là-dessus, mais par exemple, si je peux essayer de vous dire, il dit la première chose à se souvenir quand on se souvient, c'est de se souvenir de ce qui reste à faire. C'est génial. C'est ça la politique. Walter Benjamin, donc un auteur important pour vous, auquel vous avez beaucoup écrit. Vous vous souvenez de la première lecture de Benjamin ? J'ai acheté les ouvrages traduits par Maurice de Gandillac, à l'époque où je ne lisais pas l'allemand encore, mais je pense que oui, c'était au moment où je faisais sans doute mes études de ma thèse, puisque j'ai fait une thèse sur la photographie. Bon, ça commence comme ça. Et c'est petit à petit que j'ai compris l'ampleur de cette pensée, et notamment sur la question littéraire, politique, anthropologique. Voilà. Là, à cette époque, le livre des passages n'était pas traduit encore. Mais voilà. Mais les livres de Gandillac étaient très, très, très précieux. Mais à cette époque-là, je dois dire, par exemple, mon maître d'Amish disait, mais qu'est-ce que vous vous intéressez à ça? C'est pas... Et Barthes n'en parlait pas du tout, par exemple. Barthes ne parlait pas du tout de Benjamin. Et on voit à quel point cette théorie de l'image chez Benjamin, il faut bien... voilà des penseurs, Benjamin, Aby Warburg. J'ai pas mis Aby Warburg dans les livres parce qu'il est pénible à lire. Donc, sur une île, c'est pas... Mais ce sont des penseurs qui ont compris que le cristal même de l'historicité, de la temporalité, c'est l'image. Et que toute image est un être-temps. C'est du temps. Une image, c'est du temps. C'est ça que les gens ne comprennent pas.
pense que c'est juste de l'apparence visible, mais pas du tout. C'est pas ça. Une image, c'est du temps. C'est du temps cristallisé. D'où l'importance chez Benjamin de cette fameuse notion d'image dialectique. Mais le texte que j'avais mis comme numéro 6 ou 7, c'était le tout petit texte sur le compteur qui est sublime, qui est juste sublime. Moi je sais pas, ça me donne envie d'écrire, ça me met devant mon propre devoir, entre guillemets, de transmettre, ne serait-ce qu'à mes enfants. Vous voyez, c'est le conteur, c'est un texte qui raconte comment il faut savoir raconter. Il faut apprendre à savoir raconter son expérience. Alors, de même que Ernst Bloch nous apprend à transmettre une espérance, Benjamin nous apprend à transmettre une expérience. Oh, c'est magnifique. Et il est très proche dans ce petit article. Il compare les récits, les vrais récits, les récits qui se transmettent de bouche à oreille, qui se transmettent de mourants. Il parle de l'autorité du mourant. Celui qui est en train de mourir, il te raconte une chose, tu l'oublieras jamais. Et il dit, c'est tout le contraire du roman. C'est intéressant, ça. C'est un récit ou un conte, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il est proche des contes populaires. Grimm, en Allemagne, Andersen. Il aimait beaucoup la littérature pour les enfants. Pardon ? Ces pièces radiophoniques. Les pièces radiophoniques pour les enfants. Évidemment, donc, les récits acidiques. Kafka, qui a quand même un aspect complètement enfantin. C'est ces histoires d'animaux qui se mettent à parler et tout ça, voilà. Et donc, Benjamin dit à un moment donné, les récits de ce genre sont comme ces graines qu'on a trouvées dans les pyramides d'Égypte, qui sont donc très anciennes, et qui sont capables de germer encore. Je ne sais pas si scientifiquement c'est vrai, c'est ce qu'on disait en tout cas à l'époque de Benjamin. Eh bien, cette image très belle, qui est une image donc de la survivance, qui est le grand concept d'Abi Warburg, cette image de la survivance, on la retrouve exactement chez un poète du ghetto de Wilno qui a écrit un poème magnifique, mais qui reprend exactement la même image, où il dit, bon, moi, je vais crever, mais j'espère que mes mots vont être des semences qui vont pousser et qui, voilà. Et ça, c'est ce qu'on peut... Alors là, on est encore dans le malgré tout. Entre Kafka et Benjamin, il y a cette idée qu'il y a une quantité... Attendez, écoutez bien, ces gens-là ne sont pas du tout désespérés. Il y a une quantité infinie d'espoir, dit Kafka, que reprend Benjamin. Donc ce n'est pas du tout cette version apocalyptique qu'on a dans beaucoup de textes qu'on lit aujourd'hui sur nos sociétés, etc. Ils disent, eux qui ont quand même... ils en ont bavé de l'histoire. Ils disent qu'il y a une quantité infinie d'espoir et ils ajoutent, mais pas pour nous. C'est magnifique. Ça veut dire pour autrui, pour un autre, pour quelqu'un qui est de l'autre côté de la frontière, pour un enfant qui n'est pas né encore. Voilà, c'est magnifique. Et alors, c'est un Benjamin sur le récit, sur le conte, plutôt que sur les images. Comment ça s'articule ? C'est tout Benjamin que j'aime, moi. Il me ressource perpétuellement. Il y a ce genre d'auteur comme ça. Vous le relisez, vous croyez que vous connaissez le texte, et puis vous découvrez quelque chose de plus que vous n'aviez pas lu. Et non, c'est un auteur, bien sûr, sur les images, sur la temporalité, sur l'histoire, sur la politique, sa position politique. Lui qui ne prenait pas parti. Il dit à ses copains du groupe antifasciste en 1934, il leur dit, mais ça ne sert à rien de faire de la littérature de parti. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que l'auteur soit le producteur de son propre travail. Il faut que l'auteur soit capable de dialoguer avec d'autres,
que, par exemple, un photographe soit suffisamment élabore suffisamment sa pensée pour pouvoir écrire la légende de son image. Et les grands photographes sont souvent ceux-là. Il ajoute, il faudrait que nous, les écrivains, on se mette à apprendre à savoir faire une photo. Ça, personne, il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent ça au sérieux. Moi, je le prends très au sérieux. Je fais beaucoup de photos. C'est ça qui vous a poussé à concevoir des expositions, par exemple? Au départ, non. Au départ, j'ai fait des expositions invité par des amis, notamment le musée de Rochechouart, un petit musée magnifique. Et puis j'ai eu ce grand projet au Centre Pompidou sur l'empreinte, parce que je travaillais là-dessus. Je peux me passer de faire des expositions. C'est exaltant, parce qu'on voit les choses en vrai, en grand. C'est frustrant, parce qu'il y a beaucoup de... il y a toujours des choses que vous ne pouvez pas avoir. Des contraintes. Des contraintes, il y a beaucoup de contraintes. Voilà. Là, j'en prépare une exposition. Ah, d'ailleurs, il est où le texte numéro... Bah oui, ça doit être le prochain, justement. Henri Michaud? Non, le prochain, c'est Michaud. Michaud, ça me transporte en permanence. Dès que j'ai une petite dépression comme ça, dès que ça descend, je me lis du Michaud, c'est fantastique. C'est d'une joie, et c'est d'un jeu, et c'est d'une pertinence. Alors lui, il sait décrire par exemple un mouvement de choses blanches. Voilà, il sait vous faire un texte de 4 pages là-dessus. C'est absolument, c'est un de mes auteurs préférés. Et quand j'ai fait l'exposition Soulèvement, donc sur les soulèvements politiques, la plus belle, le plus beau passage, c'était du Michaud. Vous voulez que je vous le lise ? Je pourrais le relire 10 fois. Exaltation, abandon, confiance surtout, ce qu'il faut à l'approche de l'infini, une confiance d'enfant, une confiance qui va au-devant, espérante, qui vous soulève, confiance qui, entrant dans le brassage tumultueux de l'univers, devient un soulèvement plus grand, un soulèvement prodigieusement grand, un soulèvement extraordinaire, un soulèvement jamais connu, un soulèvement par-dessus soi, par-dessus tout, un soulèvement miraculeux, qui est en même temps un acquiescement sans borne, apaisant et excitant, un débordement et une libération, une contemplation, une soif de plus de libération, et pourtant à avoir peur que la poitrine ne cède dans cette bienheureuse joie excessive. Hors de soi, aspirer plus encore qu'aspirant, dans une rénovation qui dilate, ineffablement, de plus en plus. Bon, c'est la plus belle langue française. Magnifique. Voilà. Quel lecteur de poésie êtes-vous? Beaucoup. Je lis surtout de la poésie, en fait. Beaucoup de poésie. Ça me... donc, je lis beaucoup de théorie, je lis beaucoup de philosophie, bien sûr, ça c'est... Mais, encore une fois, je lis beaucoup de nouvelles. J'aime les nouvelles et la poésie. J'ai plus de mal avec les romans. Ça me fait un peu peur, les romans. J'ai encore mon sentiment de quand j'ai lu Guerre et Paix. Vous voyez ? Vous disiez tout à l'heure à propos de Jean-Louis Schaeffer que c'était un historien de l'art qui était aussi un écrivain. Oui. Vous aussi, vous êtes les deux. Quelqu'un qui écrit, c'est un écrivain, mais ce sont des gens comme Barthes ou comme Jean-Louis Schaeffer, vous voyez, les deux sont liés d'ailleurs, qui ont repris cette chose qui est assez française. Je veux dire, Diderot, critique d'art,
c'est extraordinaire. Baudelaire, critique d'art, un historien de l'art comme Henri Faucillon, aussi entre guillemets dépassé soit-il, c'est magnifique au point de vue de la langue. Qui d'autre Bergson, c'est un très très grand écrivain. Et puis si vous allez dans les contemporains, je dirais que Foucault, c'est un immense écrivain. Je veux dire, quand j'étais étudiant, j'ai commencé à prendre des notes sur, je sais plus lequel, c'était l'archéologie du savoir, je crois. J'ai recopié le livre. Tellement, on peut pas couper, c'est trop beau. Foucault, c'est un très grand écrivain. De la langue française, voilà. Donc ça, c'est une tradition assez française de toujours, voilà. Et inversement, quelqu'un comme Victor Hugo, il a des passages philosophiques époustouflants. Hein, voilà. Ça veut dire qu'il y a des lectures lors desquelles on prend des notes, les lectures théoriques, la philosophie, et puis alors qu'on ne prend pas de notes quand on lit de la poésie. Pas non, sur le moment. Oui, oui. Par exemple, un des auteurs que je lis le plus, c'est Kafka, et il me rend malade parce que chaque phrase est tellement intelligente et tellement belle que je me dis qu'on ne peut pas prendre de notes de ça. Bon, après des années, j'ai réussi à... Parce que à quoi ça sert de prendre des notes? On a 5 minutes encore? Ouais. Moi, je fais beaucoup de fiches. Donc, c'est des papiers A4 coupés en 4. Donc, ça fait des fiches. D'ailleurs, Barthes faisait pareil, mais tout alphabétique. D'où la structure alphabétique de certains de ses livres, comme Fragments du discours amoureux. Voilà. Alors, moi, je procède différemment, mais c'est vrai que c'est très évident. Je fais ça depuis l'enfance, hein, depuis la fin de l'adolescence. Oui. J'ai encore des vieilles fiches. Voilà. C'était manuscrit à l'époque et aujourd'hui. C'est toujours manuscrit. C'est toujours manuscrit. Ah oui, toujours manuscrit. La fiche, c'est une sorte de façon de briser les choses. Vous cassez, vous faites des petits morceaux. Je fais une fiche aussi quand j'ai une idée qui me passe par la tête, et puis c'est une sorte de philosophème, si vous voulez. À chaque fois, il y a une phrase en haut. C'est par phrase que ça s'organise, pas par mot. Et vous en faites comme ça. Vous en faites. Et un jour, vous arrêtez, vous en avez marre. Pourquoi vous arrêtez? Ça, c'est parce que vous avez l'impression que ça se répète. Et vous avez un gros paquet. Et vous le disposez sur la table comme une réussite aux cartes, comme un tarot, comme une crapette. Moi, je jouais à la crapette quand j'étais petit. Vous connaissez ce jeu? Oui. Voilà. Et voilà, c'est une crapette. Si on le disait de façon un peu plus noble, ça serait tirer les cartes du destin. Mais non, c'est juste une crapette. C'est un jeu. Et voilà, en le disposant, j'ai une très grande table chez moi de couturière. Donc, elle est très longue. Je peux mettre 1000 fiches, enfin beaucoup de fiches. J'ai un système comme ça où je les mets tac, 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 comme ça. Après, je fais des petits paquets. Et la structure du futur texte se fait toute seule. J'ai absolument pas à avoir une idée à l'avance. Ça se fait tout seul. C'est du montage. Voilà. Après, il faut réécrire quand même. Absolument. Après, il faut transformer cet éparpillement et ce montage en quelque chose qui est, je dirais, un morceau de musique, quelque chose qui aura un début et une fin, donc quelque chose qui sera au contraire linéaire. Oui. L'art de compter. Oui, le récit. c'est absolument. Et un texte, donc à la différence d'un tableau, un texte a un début et une fin, donc il faut prendre le lecteur par la main et puis oui, raconter une histoire. Ouais. Le prochain titre sur la liste, c'est à nouveau de la poésie, après Michaud, mais c'est... Ah oui, on n'a pas fini.
Et non, il en reste deux. Il en reste deux. L'avant-dernier, c'est Alors, Garcia Lorca. Allons très plus vite peut-être, hein, vous êtes d'accord? Garcia Lorca, parce que c'est un poète que j'aime beaucoup, parce que j'ai un rapport très important dans mon histoire avec les gitans et le cantejondo. Donc, je suis en train de préparer une exposition pour le musée Reina Sofia à Madrid, qui aura pour titre un des vers de ce que j'avais recopié là. C'est le début du Romancero Gitano. Et le vers, c'est... Alors, ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui regarde la lune, un petit garçon gitan qui regarde la lune. Il est dans la forge de son père. Et il y a ce vers que j'isole. C'est très beau. Il dit par exemple El niño la mira mira. Le petit garçon, l'enfant, la regarde. Il ne se contente pas de regarder la lune, il la regarde. Moi, je suis d'accord. Et puis, le vers, c'est En el aire conmovido. Dans l'air ému. En espagnol, émouvoir, c'est conmover. C'est beaucoup plus beau. Enfin, non, c'est pas plus beau. C'est une autre signification. Être ému, c'est sortir de soi. Être commotionné, c'est être ému ensemble. Et alors, cet enfant est ému, commu, mais en el aire. Et on ne sait pas si c'est l'enfant qui est ému avec la lune, conmovido, ou si c'est l'air lui-même qui s'émeut du regard entre l'enfant et la lune. Voilà. Je vais faire une exposition qui s'intitule comme ça. En el aire conmovido. Qu'est-ce que c'est qu'émouvoir l'air? Voilà. Et puis, si on avait le temps, je parlerais du duende, parce que c'est très lié à Garcia Lorca, cette notion de duende, qui est une notion esthétique qui n'existe pas pratiquement dans l'art occidental, qui est une notion très très intéressante, qui est moderne, hein, qui est un peu comme on dirait le dionysiaque chez Nietzsche, qui n'est pas fatalement archéologiquement ancienne, mais qui est une notion magnifique. Voilà. Et puis, 10e. Et comment on pourrait le... Pardon? Comment on pourrait le définir? Parce que là, vous... Originellement, un duende, c'est une espèce de petit esprit dans la maison, un petit fantôme. Il y a une pièce très connue de Calderón qui s'intitule La Dama Duende. C'est un petit fantôme femme. C'est très joli. Et le texte de Garcia Lorca sur le duende, c'est de dire, voilà, l'art, il a besoin de muses. Il y a les muses, il y a Apollon et les muses. La religion, elle a l'ange. Les gitans, eux, avec leur chant profond, ils ont le duende. C'est beaucoup plus... C'est autre chose. Et le duende, il donne des exemples. Par exemple, une chanteuse très connue, la Niña de los Peines, qui chante dans un cabaret, enfin dans une taverne à Séville. Elle chante très très bien. C'est la plus grande chanteuse de l'époque. Et il y a un vieux dans un coin qui lui dit simplement cette phrase. Viva Paris. Vive Paris. C'est une insulte. Au fond, il lui dit, tu chantes trop bien. Tu chantes comme si tu faisais un spectacle à Paris. Alors, elle prend la mouche, elle boit je ne sais combien de aguardiente, je ne sais pas quel alcool elle boit, et là, elle se met à chanter, et là, elle chante à peine, quoi. Elle n'a plus de voix, et là, tout le monde dit, ah, là, tu as du duende. Donc, c'est une valeur esthétique qui n'a rien à voir, ni avec la grâce, ni avec le sublime, ni avec... qui est... voilà. Le dernier titre sur la liste, c'est un texte, bref, de Samuel Beckett.
Oui, mais j'ai pour envie. finir encore. Avec Beckett, j'ai envie de tricher, comme les livres sont tout petits. Si vous me dites, vous prenez un Beckett pour le partir sur une île, en fait, je vais en prendre plusieurs. Ils sont tout petits, les livres de Beckett, donc ça va faire un seul livre. Donc, il y a Cap au pire, euh, où il y a cette expression qui définit un peu, enfin, qui est mon programme, mon idéal, je sais pas quoi, ma pratique. Essayez voir, essayez dire. Non pas essayer de voir, hein, mais essayez voir. L'innommable. Je ne peux pas continuer. Je vais continuer. C'est la fin de l'innommable. Et ça, c'est le malgré tout. C'est magnifique. Et à la fin, donc, pour finir encore, qui est un texte où ce qui est clair, mais j'aurais pu mettre Pérec, par exemple, j'aurais pu mettre W ou le souvenir d'enfance, mais c'est pareil. Pour finir encore, où vous comprenez qu'il n'y a pas de fin. Pour finir encore, ça veut dire que c'est pas fini. C'est fini, mais c'est pas fini. Donc la fin n'a pas de fin. Et moi, je renverserais la chose, mais très proche de, grâce à Beckett, je dirais, le commencement n'a pas de fin. Le commencement lui-même n'a pas de fin. Ça, c'est grâce à Beckett qu'on peut le penser. Merci beaucoup, Georges Didier Huberman. Merci à vous.